Bonsoir à tous, merci d'être venus braver le froid, la pluie et d'être avec nous dans ces premiers jours de l'année du rat. Une année très propice, dit-on. Nous sommes aujourd'hui pour aborder le sujet de la ville, toujours, qui nous intéresse passionnément avec la Chine. Sur la ville et ses limites, les espaces et imaginaires de la Chine urbaine. Nous sommes ici avec une forte tonalité italienne, grâce à nos amis qui viennent du Politecnico de Turin, Michele Bonino, qui est architecte et qui était aussi un des co-commissaires de la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Shenzhen, Felipe Fiandanese, je suis pas sûre de très bien le prononcer, pardon Filippo, qui vient de terminer son doctorat et puis à la même université, le Politecnico de Turin, et puis Cristiana Mazzoni, qui pourrait faire illusion dans tout cet étalage de noms italiens, mais qui, elle, est enseignante à Paris-Belleville après avoir été enseignante à Strasbourg. Elle est maintenant professeure à l'école d'architecture de Paris-Belleville où elle dirige la chaire sur les grands événements. Ce qui nous a amené à les rassembler tous les trois, c'est d'une part ce livre, The City After Chinatown, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et puis bien sûr sur le net. Et pour cette association, nous avons avec nous Augustin Cornet, Augustin qui est architecte, il dirige l'agence Muse Architecture et il est aussi enseignant d'abord à l'école d'architecture de Versailles et depuis la rentrée, il est recruté à l'école d'architecture Paris-Belleville comme titulaire. Donc merci à vous d'être là. Merci Augustin de faire l'animation et la modération de cette session et je te cède tout de suite la parole si tu veux bien. Merci Françoise. Alors, la ville et ses limites, espaces et imaginaires de la Chine urbaine, c'est un vaste sujet. Je dirais que on a tous une sorte de fascination quand on regarde et quand on observe les transformations urbaines qui ont eu lieu en Chine dans les 20-25 dernières années. Et cette fascination, elle est liée avec, je pense, une difficulté d'analyse et de compréhension parce qu'on a toujours besoin de trouver des références par rapport à notre propre histoire pour pouvoir comprendre les choses. Et donc, on peut être tenté soit de considérer, je dirais, l'expansion urbaine de la Chine dans les années 90-2000 un peu comme les 30 glorieuses en Europe en condensé, soit d'y voir peut-être un futur possible de nos pays. Et je pense que les deux assertions sont probablement erronées parce qu'on se rend compte dès qu'on essaye de creuser un peu qu'il y a très peu de comparaisons possibles et il y a très peu on a assez peu de références face à un monde qui est assez difficile à pénétrer. Quand on l'approche, on a tendance à mesurer de plus en plus l'étendue de notre ignorance et finalement, j'ai le sentiment en lisant ce livre et en voyant ces travaux que on a l'intuition que pour arriver à appréhender quelque chose de ces phénomènes urbains, eh bien, il faut aller sur place. Se confronter à ces villes, voir qu'est-ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent, non pas comme un objet d'étude pris de loin, mais comme une expérience de terrain. Voilà. Alors peut-être on pourrait commencer avec Michele. Tu pourrais peut-être nous présenter le cadre de la recherche, la China Room, avec lequel tu es très impliqué, et puis peut-être nous expliquer un peu ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Augustin. Je suis très content de commencer cette discussion. Ce que je sais des villes nouvelles chinoises vient surtout de ces livres qu'on a fait pendant 3 années avec notre groupe de recherche de la China Room, que tu as nommé, du Polytechnique de Torino, composé par urbanistes, architectes, géographes, sociologues. Je suis un architecte, ainsi que
je vais parler surtout du rôle de l'architecture dans ces villes. On a collaboré aussi avec la Tsinghua University de Pékin et la EPFL de Lausanne. C'était un travail de groupe de beaucoup de professeurs et chercheurs. C'était un des participants à ces recherches. Comme vous voyez, mon français, c'est pas génial, ainsi que je préfère suivre des notes que j'écris pour ce soir. Ainsi que j'avoue que parler des villes nouvelles maintenant, dans 2020, c'est très important parce que c'était au début des années 2000, il y a 20 ans que le gouvernement chinois a annoncé qu'il souhaitait construire pendant 20 ans 20 villes nouvelles par année. Ainsi que 400 nouvelles villes jusqu'à 2020. Nous sommes maintenant dans cette année et nous pouvons réfléchir sur ces investissements massifs. Ce sont certainement des chiffres jamais vus auparavant, un très grand phénomène, mais pas un phénomène totalement nouveau. Les villes nouvelles se réfèrent à une longue histoire en notre Europe, mais aussi en Chine, où la construction planifiée de nouvelles implantations a été l'une des majeures stratégies urbaines à partir de la moitié du XXe siècle. Mais la stratégie a changé. Si les villes satellites construites entre 1950 et 1980 s'inscrivaient dans une politique d'industrialisation sans urbanisation, il avait principalement le rôle de favoriser la localisation des activités industrielles autour des grandes villes comme Pékin, Shanghai. Après les réformes économiques et l'ouverture au marché de la fin des années 70, les villes nouvelles deviennent l'un des outils les plus forts de mise en œuvre du développement économique, comme vous savez, attirant l'investissement et surtout promouvant l'immobilier. Ça, c'était le plus important, notamment dans la fourniture de la maison, jusque-là, pendant les périodes précédentes, exclusives des politiques de l'État. C'est pas des marchés, c'était pas des marchés. Ce phénomène a été l'origine d'une nouvelle organisation spatiale dans les villes qui reconnaît dans l'urbanisation l'un des mécanismes, peut-être les plus efficaces, pour favoriser le développement économique. Nous avons vu aussi dans la recherche que dans son jeu complexe de relations entre le gouvernement central et les administrateurs locaux, les premiers utilisent les performances économiques pour évaluer et promouvoir les seconds. Ceux-ci savent à leur tour qu'une partie toujours plus grande des ressources fiscales locales viennent précisément du transfert des droits de l'utilisation des terres urbaines aux promoteurs immobiliers. Pour revenir à l'un des sujets qu'Agustina a mentionné dans la discussion de ce soir, quels sont les effets de ces dynamiques économiques sur l'organisation spatiale et sur l'imaginaire urbain, que c'est une partie importante du titre de ce soir qu'elle produit. La relation entre terre et développement économique est sans doute un mécanisme qui rend secondaire, initialement, dans la construction de la ville chinoise, le rôle de l'architecture. Ça, c'est très important. Les projets d'urbanisme, bien que souvent sophistiqués, ne favorisent en fait pas une intégration entre la dimension urbaine et celle des bâtiments. Il serait pour définir des grilles urbaines déterminant de grands lots, facilement attribuables aux promoteurs immobiliers. On ne sait pas quel type d'architecture occupera chaque lot, cela dépendra des choix des promoteurs ou des constructeurs individuels. Mais, paradoxalement, ce phénomène révèle l'architecture, au lieu de la brûler derrière le mélange ou la stratification. Il s'agit d'une collection d'objets qui, si d'une part échappe au contrôle des administrateurs, d'autre part est appréciée dans sa clarté, dans son potentiel d'instrument. Les administrateurs reviennent à attribuer à la ville des significations, qui peut être des propagandes ou des commerciales, qu'une architecture plus urbaine, plus mixte, plus complexe, peut-être ne pourrait pas exprimer aussi clairement. Avec de brefs exemples, issus de mes recherches sur le terrain que j'ai fait avec des
les autres collègues dans ces 3 années, je raconterai 3. La santé, la signification de santé, des loisirs et la relation avec la nature. Ce sont 3 exemples de villes que j'ai visitées. La première, la Snow Town de Chongli. Ça va accueillir les prochaines Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 dans la préfecture de Zhangjiakou. Et ici, un scénario est en train de se créer au-delà de l'occasion olympique. L'intention du gouvernement chinois à partir de l'événement sportif est de promouvoir un mode de vie plus durable et plus conforme aux attentes de la nouvelle classe moyenne de Pékin. Ce complexe architectural en montagne, en construction à 300 km de la capitale, mais desservi par un nouveau train à grande vitesse, marquera une possible évolution de l'expérience urbaine. Vécu aujourd'hui principalement à l'intérieur des maisons, des bâtiments, et quotidiennement conditionné par des contraintes environnementales, il va être tourné vers l'avenir, vers son modèle basé sur la vie en plein air et les mouvements physiques. La conception des architectures, dessinée par les meilleurs architectes chinois, tels que Vector Architect, Torin et Liu, vous connaissez ces nombres, concrétise et jolie ces manifestes de la ville de santé active, de City of Active Health. Les nouveaux Chongli, où les maisons sont déjà toutes vendues à ceux qui déménageront définitivement de la capitale, s'étendent le long des vallées, créant la possibilité de mouvements piétonniers guidés par des voies publiques et des relations continues avec la nature qui traverse les espaces de la ville. C'est la matérialisation architecturale d'un nouveau style de vie et d'un nouveau statut. J'étais très frappé, quelquefois, de voir des gens prendre, par exemple, un apéritif dans le centre de Pékin, vêtus de ski, à plus de 300 km de pistes. Peut-être que cela fait sourire, mais c'est la claire représentation de comment la classe moyenne chinoise s'oriente vers un nouveau style de vie urbaine, un nouveau status urbain. Le deuxième cas, c'est la New Area de Lanzhou. C'est un ave en construction dans la province du Gansu, en tant que d'avant-poste logistique de la nouvelle route de la soie, c'est à l'ouest de Xi'an. Ici, des milliers de familles s'installent dans une zone désertique pour travailler dans une grande escale ferroviaire et aéroportuaire. Le nouveau Lanzhou est une célébration de la grille urbaine si répandue qu'il est nécessaire de découper des coins de montagnes environnantes pour pouvoir compléter son design. Certains quadrants de la grille sont systématiquement réservés aux activités de loisirs. Un choix architectural qui, en visitant les rues de Lanzhou en construction, apparaît surdimensionné, visant à créer un monde entier dédié aux futurs résidents, qui n'auront probablement plus l'occasion de se déplacer très souvent d'ici. Lot par lot, il y a des parcs d'attractions, des lagunes artificielles avec des ponts et des tours soigneusement conçus, jusqu'à arriver à la zone touristique où un entrepreneur chinois a reconstruit en taille réelle et au profit de nos citoyennes certains des monuments les plus importants, imaginaires témoignages d'un voyage autour du monde, le Parthénon, la Sphinx, le Colisée, le Taj Mahal. Il s'agit d'une version actualisée et hédoniste de la transmission des modèles comme moyen de contrôler la dynamique d'un vaste territoire, d'un vaste pays, depuis le centre. Stratégie très typique de pouvoir et de contrôle. Le dernier exemple, c'est la New Town de Jinan, le Jinan Ouest, où les trains, de nouveau les trains de high speed de la station de Jinan, dans la province de Shandong, où un immense réservoir d'eau, pas loin du fleuve jaune, a permis la construction d'un grand parc de wetlands au profit des nouveaux habitants et de leurs activités récréatives. En 2015, un concours a réuni certains parmi les
nouveau les meilleurs architectes de la chaîne chinoise, Standard Architecture, Zhu Pei, T-, etc., qui ont élaboré des propositions pour une dizaine de bâtiments au sein de ces parcs urbains dédiés à l'hôtellerie et au loisir. Leurs idées restent aujourd'hui à réaliser, mais beaucoup partagent une approche similaire. Si à moins d'un an, la nature du parc avait été créée de manière entièrement artificielle, les architectes l'ont considérée comme une source matérielle et l'utilisant directement comme structure ou distribution de leur projet. Les composants des bâtiments qui, d'autre part, surgissent nécessairement comme artificiels, ici offrent un espace pour la nature, une toiture couverte d'or, des arbres sur les terrasses, etc. Il s'agit d'un échange mutuel qui souligne la façon dont la nature est perçue, comme c'est passé dans la ville traditionnelle chinoise, en tant que réel matériau de construction pour la ville. Je vais terminer disant qu'en observant ces trois significations que l'architecture, avec son rôle pour mettre en lumière dans les villes nouvelles chinoises, il est néanmoins possible de définir une distance pour chacune d'elles. Et donc, dans les premiers cas, entre la santé en tant qu'atteinte individuelle et son organisation publique dans les espaces de la ville, ou entre le plaisir comme évasion et originalité, l'enjeu, et son traitement abstrait par modèle, ou dans le tercer cas, entre une conception de l'urbanisation comme processus naturel et l'utilisation de la nature comme matériau artificiel. En réfléchissant sur les pratiques architecturales possibles dans ces situations, il semble que la réponse ne doit pas se baser sur des solutions univoques, mais plutôt contribuer à harmoniser ces distances ou les souligner comme des compresences conciliables. Ainsi, c'est pour ça que les villes nouvelles chinoises représentent un champ très potentiel de recherche et d'expérimentation pour de nouvelles pratiques architecturales. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que Philippe peut nous présenter un petit peu le travail que tu as fait sur Tongzhou, je crois, c'est ça? Merci. Pendant ma recherche de doctorat, j'ai travaillé dans le cadre de la recherche que Michele vient de présenter. Et en particulier, moi j'ai travaillé, j'ai visité plusieurs fois une ville nouvelle où on pourrait pas se dire en fait une ville renouvelée parce que c'est une ville qui déjà existait dans la banlieue de Pékin, à 25 km de Pékin, Tongzhou, qui est vraiment un espace très emblématique de certaines transformations qui ont connu ce qu'on appelle les villes nouvelles en Chine depuis les années 50. Et aussi, on peut voir comment est en train d'évoluer comme sont en train d'évoluer les imaginaires de la ville dans la capitale chinoise, à Pékin. Comment sont en train d'évoluer les centres limites de la ville et de ce qui entoure la ville et des formes architecturales. En fait, cette ville, Tongzhou, est une ville très ancienne et une ville qui anciennement était le port de Pékin sur le Grand Canal. Le Grand Canal, c'est probablement la plus grande infrastructure réalisée pendant l'histoire de l'humanité et était une infrastructure qui a été réalisée pendant 2500 ans d'histoire chinoise
et qui donc vraiment représente l'héritage et le savoir-faire technique ancienne de la Chine. Est une ville que pendant les années 50 était devenue une ville satellite de Pékin, où on avait réalisé de nombreuses usines, surtout pour la production de l'acier, pour la production de produits chimiques. Et pendant les années 90, était devenue une sorte de ville dortoir de Pékin. Et puis, le dernier master plan de Pékin, le dernier schéma directeur de Pékin, l'avait désigné comme l'une de 3 plus importantes villes nouvelles qui entourent la capitale. Mais en fait, la transformation de cette ville était très, très lente. Jusqu'au moment en 2015, quand le gouvernement chinois, le Conseil d'État, avait annoncé la décision de transférer là-bas, à Tongzhou, la siège du gouvernement de la municipalité de Pékin. Et donc, c'est un cas très, très particulier où le gouvernement de municipalité est transféré du centre-ville pour être déplacé dans la banlieue de la métropole de Pékin. Et ces décisions avaient été prises pour renforcer la construction de ce qu'on appelle en Chine la Jinjinji, la région Jinjinji, c'est-à-dire cette sorte de méga-région des liens entre la ville de Pékin, la ville de Tianjin et la province de l'Hébei. Et donc, c'était une façon on pourrait dire, d'établir des liens plus forts avec les territoires qui environnent la capitale chinoise. Est aussi une façon de laisser le centre de Pékin seulement au gouvernement central, au gouvernement central, donc d'affirmer l'importance du gouvernement qui devait être le seul pouvoir à occuper le centre de la ville. Et le choix de Tongzhou est très symbolique par certaines raisons. Tout d'abord, le fait qu'il se trouve sur le Grand Canal. Donc, on rappelle très clairement l'idée que la Chine a une histoire très longue et très forte. Et en plus, Tongzhou est placé exactement au point où le Grand Canal rencontre l'axe est-ouest de Pékin, le prolongement de l'axe est-ouest de Pékin, qui avait été réalisé à partir des années 50, et donc on pourrait dire le symbole de la transformation maoïste sur la ville de Pékin. Et donc Tongzhou est un petit peu on peut le voir comme un lieu où s'encontrent ces deux moments de l'histoire ancienne et de l'histoire récente, et en plus devient aujourd'hui la place où mettre en scène les ambitions futures pour la capitale chinoise. Était aussi l'occasion pour donner à Pékin un dispositif de projets urbains qui n'a jamais eu Pékin et qui d'autres villes en Chine ont eu pendant ces dernières années, qui est le riverfront en front d'eau, qui à Pékin n'existait presque pas parce qu'en fait à Pékin il n'y a pas de grands fleuves, contrairement à d'autres villes chinoises, d'abord Shanghai, mais aussi
mais aussi Guangzhou, qui ont vraiment symbolisé leur transformation, leur passage dans la nouvelle ère chinoise du XXIe siècle, en réalisant de grands développements sur ces fronts d'eau. Et donc, cette transformation future de Pékin qui aujourd'hui est en cours et dont on peut voir quelques bâtiments terminés, mais qui est aujourd'hui encore en très large chantier, va se placer dans un lieu très symbolique qui est le Grand Canal, qui devient vraiment l'axe scénographique de la ville, où on peut voir de gratte-ciel, on peut voir des villes de luxe dont les formes rappellent les formes de l'architecture traditionnelle chinoise, où on peut voir le complexe de la mairie de Pékin, où en fait c'est bien plus qu'une mairie, parce que c'est presque une ville dans la ville, d'une dimension vraiment imposante, et avec des formes de dessin soit architecturales, soit urbaines, très, très classiques, dotées d'une grande symétrie et d'un aménagement d'un aménagement de la nature qui est totalement recréé, comme disait tout à l'heure Michele à propos d'une des villes qu'il avait visitées. Et donc, ces lieux est vraiment proposé comme une sorte de manifesto de modèle pour la ville chinoise qui est en train de se doter aujourd'hui à nouveau d'un nouveau imaginaire. Et sur cet axe sont en train de se passer des choses plutôt intéressantes et plutôt indicatives de certaines transformations. Et un exemple, et je vais conclure, un exemple, c'est le point central de Tongzhou, où se rencontrent 5 différents bras d'eau. Et dans ce point-là était prévu une gratte-ciel formée par le croisement de 2 arches. Une forme plutôt bizarre, on pourrait dire, une forme très, très iconique. Et quand Tongzhou a été désigné comme la siège de la mairie de Pékin, on a décidé que ce projet-là n'était pas un bon projet pour cette ville-là, parce que c'était un projet trop bizarre dont le gouvernement ne voulait pas cette exhibition de forme. Et donc on a substitué cette forme architecturale bizarre avec deux gratte-ciel jumeaux avec des formes plutôt ordinaires, et qui donc sont un petit peu la démonstration de certaines transformations dans l'adoption des modèles des formes architecturales de référence aujourd'hui en Chine. Merci. Bon, il y aurait certainement des questions à poser là-dessus. Je pense que vous avez tous les deux traduit, je trouve, d'une façon intéressante, peut-être un imaginaire qui permet de fabriquer la ville, quelque part. Hein. Cette histoire de la santé, la nature. Enfin, c'est quand même des thématiques qui sont peut-être à l'origine d'une commande. Hein. Ils ont une propension peut-être un peu de
ils sont liés à une certaine forme de propagande aussi quand même. Hein. Et donc cette propagande ou cette intentionnalité programmatique, elle s'inscrit elle se traduit par un projet, par des constructions et donc par une ville qui effectivement, avec des espaces que vous avez visités, qui traduisent cette demande. Et je pense qu'il y a peut-être une question intéressante sur en fait, la façon dont ces idées qui influencent la façon dont les villes se fabriquent, à partir d'un imaginaire plus ou moins fabriqué ou plus ou moins réel, et qui répond à des demandes, j'imagine, hein, parce que c'est vrai que la question de la pollution à Pékin, c'est une question qui est vraiment dans les grandes villes chinoises, qui est très importante, et donc la question de la santé est une vraie préoccupation de la population, je pense. De quelle façon cette connotation du programme, en fait, se traduit ensuite par de quelle façon ça modifie, ou de quelle façon ça fabrique un univers urbain, comment on le vit cet univers urbain. Moi j'aurais bien aimé vous entendre sur cette question. Peut-être que, avant de passer là-dessus, Christiana peut peut-être nous parler un peu comme tu veux, voilà. Peut-être, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, quand tu étais en train de parler, moi j'étais en train de penser au document préparatoire du concours qui a été à Tongzhou en 2016 pour redessiner le plan, le schéma directeur de Tongzhou. Et dans ce document, il y a toute une série de prescriptions qui sont vraiment des prescriptions de propagande, on pourrait dire, quand je me souviens bien qu'il y avait cette référence continue à deux éléments qui sont l'histoire du lieu, soit l'histoire du passé, soit le concept de faire l'histoire. Donc, dans ce lieu-là avait été fait l'histoire, et dans ce lieu-là, on devait à nouveau faire l'histoire. Et un autre concept qui était vraiment très présent, c'était le concept d'ambition internationale, de donner l'idée que cette future ville, c'était une ville internationale, une ville qui regardait au monde entier, qui devait être regardée par le monde entier. Et donc, il y avait vraiment cette concept qui était répété dans une façon vraiment très, très forte, et donc, on peut effectivement trouver dans la ville ces deux éléments, c'est-à-dire une référence à l'histoire, une référence avec des résultats qui sont parfois discutables, mais qui dénoncent cette intentionnalité, et la volonté aussi de répondre à des standards internationaux. Pour te répondre, je veux parler un petit peu de la ville de Zhaoqing, qui est une des trois villes qu'on étudie dans ce livre, Tongzhou, Zhendong, Zhaoqing. C'est une ville moyenne en Guangdong, dans le sud de la Chine. Il y a une série de villes qui, plus ou moins 50-100 km autour de la grande ville de Guangzhou, Shenzhen, Foshan, etc., représente une alternative à qui veut vivre dans la grande ville pour la décharger un petit peu et inviter les personnes à vivre dans cette ville moyenne et petite. Il y a une grande compétition entre cette série de villes moyennes pour avoir les citoyens plus riches qui peuvent contribuer à la qualité de la vie urbaine. Et la New Area de Ville Nouvelle de Zhaoqing a choisi très précisément le thème de la santé. On a visité plusieurs fois les chantiers de la ville et construction, et
Et c'était très impressionnant que l'hôpital, c'était le premier bâtiment qui avait terminé. Les maisons n'étaient pas là, il y avait des petits exhibition centers pour appeler les personnes à acheter les maisons. Il s'était déjà terminé l'hôpital, une série de parcs et de lieux pour le déport, pour représenter à les personnes qui voulaient acheter la maison là, que c'était exactement la ville de la santé, de bien vivre, et que ça, pourrait la motivation pour acheter une maison exactement dans sa ville et non pas dans l'autre série de villes autour de la conurbation de Shenzhen, Guangzhou, etc. J'enchaîne. Oui, alors en fait, l'expérience dont je veux parler, elle est similaire à celle présentée par les collègues de l'Université de Turin, c'est-à-dire c'est une expérience d'enseignement et en même temps de recherche au niveau master-doctorat, et similaire mais différente peut-être au niveau des méthodes ou au niveau des approches et aussi des terrains sur lesquels nous avons travaillé. Alors, en fait, deux mots sur l'origine des travaux que nous avons menés en Chine. Ce sont des travaux faits dans les écoles d'architecture, donc de Strasbourg, en parallèle aussi avec les collègues de Versailles, de Malaquais, de Belleville. Les écoles d'architecture, comme vous savez, en France, ont été présentes en Chine assez tôt. Pour ma part, je suis arrivée en 2010, donc tard, mais sur la droite ligne et les traces qui avaient été celles de Pierre Clément, Jean Attali, qui est ici dans la salle, de collègues qui avaient déjà commencé à travailler sur les terrains, donc la ville en Chine, les territoires, le rapport ville et ses limites par rapport à la campagne chinoise. Alors quand je suis arrivée en Chine en 2010, c'était à Shanghai, dans le cadre d'un programme à monter, une chaire partenariale du ministère de la Culture et d'un programme de double master à monter. Donc on a essentiellement travaillé à Shanghai avec l'université de Tongji, avec des étudiants qui restaient pour certains une année entière, mais qui découvraient la culture chinoise et la ville au moment de leur arrivée. Et après, d'autres étudiants, une centaine environ sur les 6 ou 7 ans dans lesquels on a organisé des workshops, qui restaient une dizaine de jours pour entamer leur travail de fin d'études, projet de fin d'études ou un projet de Master 2. Alors c'était en effet une expérience riche, une expérience sur la trace de collègues qui avaient ouvert des voies, ouvert des portes, mais pour moi, une expérience difficile parce que au fond, c'était la vitesse avec laquelle j'étais confrontée au grand changement de la ville en Chine, et la vitesse pour les étudiants qui m'accompagnaient, pour les jeunes qui étaient là, la vitesse à laquelle on devait apprendre beaucoup d'éléments sur la ville, la culture. Donc c'était un défi incroyable de pouvoir être dans une ville chinoise, essayer de la comprendre pour penser un projet de transformation, un scénario d'insertion dans un espace plutôt urbain. Alors on n'était pas dans des villes nouvelles, on était dans le cœur métropolitain, sur des sujets qui étaient plutôt axés sur la mobilité, mais aussi les logements. Le logement dans leur évolution historique. Grande difficulté donc. Quels étaient les outils que je pouvais utiliser, que je pouvais avoir pour
en tant qu'enseignante, accompagner les jeunes dans ce travail de recherche et de projet. Au fond, la plus grande difficulté, c'était que on avait nos collègues en Chine, nos collègues de l'université de Tongji, avaient une approche très quantitative, basée sur les données, mais nous, on n'avait pas accès aux données. C'était très difficile, et c'est encore difficile aujourd'hui en Chine, de pouvoir avoir facilement des données. Donc, approche quantitative, impossible à vraiment suivre et saisir. Approche historique, très difficile à mettre en place en peu de temps. Donc, on a travaillé plutôt sur la ville sensible, c'est-à-dire comment, en tant que étudiants et enseignants appartenant fortement à une culture occidentale, comment on pouvait faire appel à notre propre savoir, d'une part le savoir qui vient des livres, qui vient de l'extérieur, mais aussi notre propre savoir d'individus confrontés à l'altérité, confrontés à une culture tellement distante et différente de la nôtre. Donc nous avons des éléments en notre fort intérieur qui nous permettent de saisir des éléments liés au lieu, au territoire, à l'évolution des comportements, des mentalités. Et donc, ce sont ces deux éléments à partir desquels on a travaillé. Le savoir et une connaissance profonde qui est la nôtre, du monde qui nous entoure. Et les résultats ont été très intéressants. Vous avez vu les images qui défilaient au début, donc qui accompagnent les textes de notre livre sur la ville kaléidoscope. Et ce sont des images de photos, des dessins, des plans qui ont permis de représenter ce choc culturel qui a été la découverte de la mégalopole pour des étudiants qui n'avaient pas encore, donc des jeunes qui n'avaient pas encore saisi la question métropolitaine actuelle, en étant, par exemple, à Strasbourg, dans une ville de 400 000 habitants, la thématique de la métropole était extrêmement différente par rapport à celle présentée par Shanghai. Donc, pouvoir la représenter l'espace, et pouvoir aussi conceptualiser, trouver des concepts et trouver des éléments qui nous permettaient de décrire et comprendre l'espace. Et Françoise parlait tout à l'heure des limites de la ville, donc ça a été vraiment l'un des concepts mis en avant par ces regards des jeunes, et travailler dans les différentes facettes. Par exemple, quand on était dans l'espace public ou l'espace partagé, plus en lien avec les logements, la notion de seuil, comment la limite devient un seuil, et comment ces limites font appel à des modèles. Donc on revient à cette question des programmes et des modèles, où ces limites et ces seuils intègrent la nature, parce que vous avez raison, il y a tout un travail qu'on a observé aussi par le passé et dans les opérations actuelles, tout un travail d'intégration de l'élément naturel qui est fascinant et extrêmement intéressant. Alors là, ce sont juste quelques éléments de notre aventure avec l'enseignement et la recherche à Shanghai, qui ont produit ces recherches, ces publications, des thèses de doctorat. Donc une, par exemple, de Finlande sur les tours, une analyse et une enquête sur l'opération des deux méandres à côté de la gare centrale à Shanghai.
Et c'est une thèse qui est très intéressante dans le sens où elle part d'une analyse historique du type de l'habitat du XXe siècle à Shanghai et le passage du Lilong au Gongfang et au tour actuel, avec l'évolution de l'espace partagé, de ces seuils qui sont extrêmement vécus comme lieu d'échange et de partage par les Chinois. Et qui aujourd'hui, dans les tours, en fait, avec les modèles qui sont importés de l'Occident pour la plupart, mais qui quand même sont interprétés aussi de façon intéressante, vous l'avez dit, par la culture de projet chinoise, comment est-ce qu'il y a une perte de sens dans les pratiques actuelles de ces espaces où on retrouve encore une richesse, la richesse des échanges et des partages qu'on pouvait trouver dans les Lilong et dans le Gongfang, dans ces espaces seuils, dans ces espaces, ces cours courés et espaces qui définissaient les limites entre le public, le collectif, le privé, dans l'habitat traditionnel. Voilà, je m'arrêterai là. La deuxième thèse concerne plus la mobilité, les gares, les infrastructures, les grandes infrastructures qui impactent le territoire, mais peut-être qu'on reviendra avec les questions. Merci. Merci, Tristiana. Peut-être, je trouve que de pouvoir mettre en relation, d'une part, un récit qui est fabriqué sur la ville, sur l'histoire qui est construite à travers les villes nouvelles, enfin les nouvelles villes peut-être, que ville nouvelle c'est un mot tellement connoté en France qu'on a du mal à le prononcer à cet endroit, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fabrication d'un espace urbain de toutes pièces, y compris les parcs, y compris la nature, qui est un élément artificiel, et qui pose vraiment des questions, je pense, intéressantes sur quand on voit les cartes qui passent derrière nous, hein, on voit que la limite de la ville est assez floue, que les villes s'étendent de telle façon que finalement le rapport à la campagne, le rapport à la nature doit se trouver de l'intérieur, et il est aussi fabriqué, il est aussi construit que les tours qu'il habite. Et donc ce récit-là, il donne lieu à une architecture qui finalement est quand même le cadre de vie dans lequel des rapports sociaux se reconfigurent, quoi. Et il y a un certain nombre d'éléments, tu parlais de seuil, d'éléments collectifs, de rapports à la rue, de rapports à certaines pratiques qui se font à l'extérieur de la maison, qui sont je dirais, un peu nettoyées. En tout cas, il y a une volonté de nettoyage de ces pratiques un peu informelles que l'on trouve dans les villes chinoises. Clairement, il y a une politique, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, peut-être que Françoise pourra nous le dire, sur l'interdiction des commerces illégaux de pieds d'immeubles, hein, qui animaient les rues avec du commerce informel et qui finalement sont réprimés notamment par la ville de Shanghai, pour que la ville ressemble à une ville moderne, quoi, hein, parce que finalement ce commerce de rue avec des gens assis par terre, ça fait un petit peu tiers-monde. Et en même temps, tous ces rapports sociaux et toute cette vitalité que l'on trouve dans les Lilong, justement à Shanghai, ce sont quand même des populations qui vont ensuite se retrouver dans ces nouveaux quartiers. Comment est-ce que il y a forcément un élément peut-être un peu imprévu ou subversif qui fait que les gens s'approprient ces environnements construits, qu'il y a des limites, des seuils qui sont pas forcément prévus ou imaginés au départ, à partir du moment où cette grille est là pour remplacer, hein, on voit bien quand on regarde les photos de Google Earth avec la fonction de revenir dans le temps, on a des cas où on n'a absolument aucune trace de tout le système viaire, hydrographique qu'on pouvait avoir, et en 10 ans, tout a été totalement reconfiguré, quoi. Moi, ça m'intéresserait que vous puissiez peut-être parler de cette relation. Qu'est-ce qui est peut-être des choses qui sont détournées à partir de ce récit qui se passe à l'intérieur de la ville nouvelle, puisque finalement la question c'est de dire que aujourd'hui en 2020, on est presque au terme de ce programme, et qu'est-ce qu'on peut dire rétrospectivement de cette vie qui s'est installée, ou pas d'ailleurs peut-être, dans ces
dans ces villes. Si tu demandes à la fin, la construction des villes nouvelles va continuer beaucoup parce qu'il y a le programme de 300 millions de personnes qui vont habiter à la ville dans les prochaines 10, 15 années. C'est un cycle qui est terminé. Et je voulais ajouter quelque chose parce que un aspect très important qui est peut-être quelque chose avec ce que tu as dit de la ville. De quelque façon, on voit ces villes très froides, très loin de citoyens qui, après, doivent s'approprier des espaces de façon informelle. D'autre côté, il y a beaucoup de sensibilités développées par la ville. On appelait, c'est seulement un exemple, on appelait l'exposition de la Biennale que Françoise commentait avant, les yeux de la ville, parce qu'on a vu que la Chine, peut-être c'est le lieu où le dialogue entre les personnes et la matérialité de la ville est plus fort aujourd'hui. Il y a des cas différents, il y a des cas très technologiques, comme on parlait beaucoup dans l'exposition de Shenzhen, des technologies qui représentent très directement l'idée de les yeux de la ville, c'est le facial recognition, je ne sais pas comment. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, que c'est quelque chose de très développé en Chine. Il y a deux côtés pour celui que c'est le contrôle peut-être les plus négatifs, mais aussi les opportunités qui ça peut donner aux communautés, les services qui donnent les facial recognition. Mais ce n'est pas seulement un côté technologique, c'est aussi à l'univers quelque chose de très matériel, très physique. Tout ça que j'ai avant sur la Activate, sur la cité de santé, a produit des recherches, des projets d'espace public très basés sur les contacts physiques. C'est tout l'autre côté de la technologie qui voit s'il toucher. C'est quelque chose de très traditionnel, très physique, qui représente une façon de projeter les espaces publics. Vous connaissez peut-être les livres des années 90, Palasma, The Eyes of the Skin. Maintenant, il y a une récupération très forte de l'idée que l'architecture et l'espace public nécessite beaucoup les contacts physiques entre les personnes qui l'utilisent et les contacts matériels avec la vie. Ce sont ces deux côtés de réponse physique ou technologique de la vie. Je suppose que mon idée, la Chine a développé beaucoup. Sur ce second exemple, il y avait une installation très intéressante à Shenzhen, appelée Urban Skin, que c'était comme une surface très différente, inclination, stairs, marche, escalier. Et à seconde que les personnes qui touchaient les différentes parts de l'installation, ça mesurait quelle était la typologie d'espace public préférée pour eux. Et c'était comme ça produisait une idée de guidelines pour le projet d'espace public, de la forme des espaces publics à partir de comme les personnes touchaient cet espace. Il y avait une technologie, mais la finalité n'était pas la technologie, mais la matérialité de l'espace public en relation avec les citoyens. Pour continuer sur cette question, je pense qu'on est très souvent confronté à des contrastes très marqués, marquants et très forts. Dans cette expérience qui est la nôtre d'occidentaux en Chine, et en parlant avec les collègues, les habitants chinois,
ces contrastes ressortent aussi de leur discours. En fait, quand je dis contraste, c'est que pour rester sur la thématique de ces modèles qui sont imposés, ou ces programmes qui sont vraiment très figés en avance, ou alors ces normes et ces règles qui doivent être vraiment respectées au niveau des pratiques et modes de vie si on reste dans l'habitat, mais aussi dans les gares. Hein. Les gares, c'est un lieu extrêmement contrôlé, extrêmement figé, où on a, d'emblée, on pourrait penser qu'on a très très peu de liberté. Et finalement, le contraste est là. Il y a quand même une capacité de non pas tordre la règle, mais de l'interpréter, de s'approprier d'éléments qui qui nous semblent figés et définis. Et finalement, on peut trouver dans les espaces, que ce soit celui très figé de la gare, mais aussi dans ces formes d'habitat, les enquêtes qu'on a menées, par exemple, dans ce quartier des Tours, montrent qu'il y a des formes d'appropriation qui se réfèrent à toute une tradition culturelle très importante, des rythmes et des rites qui sont ceux de la population, disons, parce qu'on ne peut pas parler de différences sociales à partir des analyses que nous avons faites, nous. Je ne veux pas m'aventurer dans ce type de lecture. Donc, on a fait des enquêtes en ayant plusieurs cas liés à des tranches d'âge ou liés à des formes de métiers. Et les résultats de ces enquêtes sont très, très intéressants dans cette compréhension de la transgression des limites et des normes données, et qui forment tout oui, quand je parlais tout à l'heure de rite, tout un rite de vivre ensemble, et qui à mes yeux, et pour ce qu'on a pu travailler et étudier, est encore présent avec cette continuité, avec la tradition et la continuité culturelle. Mais pour moi, malheureusement, c'est un petit peu difficile de répondre à la question, car en fait, le Tongzhou que moi j'ai vu et j'ai connu, c'était surtout une ville en chantier pour la partie nouvelle de la ville, pour la partie en transformation de la ville, parce qu'il s'agissait surtout de transformer de parties déjà existantes de la ville. Et les parties, disons-nous, les plus vivantes de la ville, en effet, c'était des parties de la ville qui étaient en attente d'être transformées. Sauf que le parc de la ville, où effectivement c'était les premières parties réalisées de la ville nouvelle. Et donc, pour moi, c'est un petit peu difficile de répondre à la question. J'ai l'impression que, étant une ville où le pouvoir doit montrer bien évidemment sa présence, on le voit surtout par la dimension du bâtiment de la mairie. J'ai l'impression que c'est une ville plutôt réglementée et dont les formes d'appropriation seront plutôt difficiles à se développer. Donc, mais ça, c'est seulement une impression qu'il faudra effectivement aller
aller voir dans le futur. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, le quartier le plus intéressant de Tongzhou, peut-être, c'est un quartier très ancien où il y a des hutongs tels que les hutongs qu'on peut voir à Pékin, mais effectivement plutôt dégradés. Mais cette partie de la ville va disparaître très tôt. Et oui, c'est très intéressant de voir comment un petit quartier où il y avait vraiment une très grande vitalité sera transformé, mais on doit attendre. D'accord. Moi, je me pose aussi, en vous écoutant, la question de... on voit bien que, en tout cas dans ce que vous dites, il y a une sorte de cible, quoi. Les habitants qui viennent habiter dans ces quartiers-là, ils sont un peu... correspondent à une certaine image, quand même, non, qu'on souhaite donner, la santé, le bien-être, les loisirs, etc. Mais il y a aussi, je crois que dans le texte, vous parlez aussi de la volonté du gouvernement d'offrir des logements à une partie des migrants. Est-ce que vous pourriez peut-être parler de ça, ou est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Parce que c'est vrai que je suis obligé je peux pas m'empêcher d'avoir des images de films de Tati, quoi, qui reviennent par rapport à une certaine image de la modernité qui se présente comme ça, comme une espèce de monde un peu salvateur, merveilleux, dans lequel tout le monde va faire du sport, être bien en forme, et puis aller au parc. Alors, encore une fois, c'est une tendance qu'il faut évacuer, parce qu'on peut pas faire de parallèle, mais quand même, enfin, je veux dire, quand tu nous dis à Tongzhou, finalement, le quartier le plus intéressant et vivant, c'est celui qui est en attente d'être démoli pour être remplacé par la ville nouvelle. Je peux pas m'empêcher de penser à la maison de mon oncle, quoi, et au rapport entre la maison des Harpels et puis la maison de mon oncle, et cette relation. Je sais pas, je pense à un livre de Inaki Abalos qui s'appelle The Good Life, qui met en relation les deux sur cette espèce de duplicité entre la modernité, le modernisme, et puis il appelle ça la maison phénoménologique. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Mais oui, je dois dire la vérité que ce que moi je disais n'était pas basé sur des données ou sur une image sociologique. En fait, je ne sais pas si les gens qui habitent ces quartiers-là désirent la transformation de ce quartier, parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est un quartier qui vous, par des gens qui arrivent dehors de la ville, semble le quartier le plus vivant, le plus intéressant, mais c'est aussi un quartier où il y a de conditions de vie qui ont évidemment des problématiques qui ne sont pas des conditions de vie dignes aujourd'hui. Ce qui est intéressant sur l'aspect sociologique de Tongzhou, c'est vraiment de voir comment sera une ville habitée surtout par des fonctionnaires de la mairie, parce que les fonctionnaires de la mairie représenteront une partie très importante de la ville, pas majoritaire, parce que on parle d'une ville de 1 million et 200 000 habitants, donc bien évidemment ils ne sont pas tous des employés de la mairie, mais c'est vraiment une ville où il y aura une partie très importante de cadres et de fonctionnaires. Et en partie, c'est déjà comme ça parce que Tongzhou avait grandi récemment comme une ville dortoir pour les gens qui travaillent dans les quartiers d'affaires de Pékin. Évidemment,
pas des gens qui ont des grands revenus, des employés moyennes du quartier d'affaires qui habitaient à Tokyo parce que le prix du loyer là-bas c'était moins élevé que dans les centres-villes de Pékin. Je remercie pour ces questions parce que tu as raison, il peut sembler que tout le monde dans les villes nouvelles fait du sport, vit très bien. Ça, c'est pas le cas, nous le savons bien. Je parlais surtout de ça peut-être parce que il y a un problème très fort, très clair. Je suis un architecte, un étudiant de politique, mais il y a un problème très clair de stabilité avec la classe moyenne qui chaque année est plus grande, chaque année a plus de culture, les nouvelles générations n'acceptent pas le style de vie précédent. C'est l'initiative de cité nouvelle qui représente un nouvel modèle, c'est très important comme phénomène politique en général. Sur les exemples que j'ai faits, par exemple, Lanzhou représente surtout l'autre côté. C'est une cité que, dans une partie de la Chine qui n'est pas amable, c'est le désert, c'est très loin, il n'y a pas les réelles caractéristiques pour une vie urbaine positive, mais ça c'est le type de cas où, avec des politiques d'attraction, comme avoir des citoyens qui peuvent aller à l'université, sans scholarship. Bon, tu as des facilitations pour te mover dans ces milieux pas central, pas positif, moins positif. Et ça, c'est un phénomène qui cherche de contraster ce qui passe dans les grandes villes. C'est très, pour nous, l'idée de faire le corps, donc un passeport, soit des citoyennes chinoises qui sont citoyennes des villes, citoyennes rurales. C'est très difficile de passer pour de l'une à l'autre. Parce que dans les grandes villes, ils pensent qu'ils ne peuvent pas passer, mais très souvent vont, parce qu'il y a plus d'opportunités, ils trouvent là qu'ils ne peuvent pas avoir des services, ils ne peuvent pas avoir l'école, ils trouvent des communautés de la même ville d'origine, ils peuvent vivre. Mais ça cause des problèmes urbains très grands, parce que Pékin, par exemple, il y a 10 millions, 12 millions de populations officielles et plus d'habitants qui ne sont pas officiels. Des voies urbanistiques, ce n'est pas facile. Faire le transport, programmer les services, si vous ne connaissez pas la quantité. Ainsi que les villes nouvelles comme Lanzhou proposent le corps citoyen urbain à les personnes qui veulent rejoindre la ville pour des opportunités majeures, mais ne peuvent pas le faire dans les cités plus grandes, pour la ce n'est pas tout. Tu as raison que ce n'est pas tout, les portes, lifestyle, tout ça. Ok, est-ce que peut-être éventuellement on pourrait donner la parole à la salle si jamais quelqu'un a des questions ou des commentaires, ou Françoise peut-être? Je voudrais savoir comment s'articule cette construction de villes nouvelles avec la volonté écologique nouvellement proclamée du gouvernement chinois. Mais c'est difficile à répondre pour une question qu'il y a en effet un aspect de propagande sur l'écologie et un aspect réel. En fait,
c'est difficile à imaginer que cette ville, que ces villes nouvelles peuvent avoir une fonction d'amélioration des conditions écologiques. Mais ce qui est présenté dans les matériaux qui cherchent de vendre la ville, de vendre la ville soit comme idée, soit effectivement de point de vue économique pour vendre les appartements. Effectivement, il y a très souvent cette idée de places où les conditions écologiques sont meilleures. Par exemple, à Tongzhou, on dit qu'il est une place où les conditions écologiques sont meilleures qu'à Pékin, même s'ils sont vraiment très proches. Mais on donne vraiment une très grande emphase sur la nature qu'il y a à Tongzhou, ou sur le fait qu'il y a beaucoup d'eau, même si l'eau est fortement polluée. Et ça, c'est une question. L'autre question, c'est le fait qu'effectivement, on cherche par des systèmes par exemple, de construction de voies souterraines, de limiter la pollution due à la circulation des automobiles. Donc, il y a une très grande partie de Tongzhou où il y a des routes souterraines où l'air devrait être comment on peut dire, amélioré. On devrait prendre cette air et la traiter pour la rendre meilleure. Mais du point de vue de la propagande, bien évidemment, il y a très, très fort cette idée que ces villes-là sont plus écologiques, mais sur le plan réel, c'est difficile à évaluer. L'impression est que, comme disait Filippo, dans les villes nouvelles qui sont très rapides de construction, il n'y a pas les contrôles environnementaux comme dans les villes plus grandes. Je peux noter que à Beijing, Shanghai, les politiques vertes sont très développées. Et nous savons très clairement que Pékin a perdu 30% de pollution dans les dernières 10 années, que c'est un résultat très important. Il y a des idées locales comme limiter la circulation des véhicules, déplacer les usines au dehors de la cité, mais aussi à niveau des pays, aussi l'idée des villes nouvelles qui habitent la part plus à l'ouest de la Chine, c'est aussi très important en termes de politique de l'environnemental, parce que nous savons que les 10% du territoire, qui c'est à l'est de la Chine, est habité par 90% de la population. C'est très chargé, c'est un territoire très chargé. Et ça aussi, c'est une cause de pollution et de problèmes ambientaux très forts, aussi dans l'équilibre entre territoire urbain et territoire rural, cultiver l'agriculture, les produits. Ça, c'est un problème très grand en termes de problématiques ambientales dans l'est de la Chine. Ainsi que les villes nouvelles qui se construisent à l'ouest de la Chine, peut-être qu'ils ne sont pas très écologiques parce que ce sont très rapides, c'est pas très contrôlé, ça c'est pas l'impression, mais ils aident la partie est de la Chine à retrouver un équilibre plus utile pour le futur. Moi, j'avais une question à vous poser aussi, puisque vous avez la chance d'être avec les jeunes générations chinoises.
à travers ces ateliers que vous faites? Quelle est la perception de ces jeunes générations? Quel est leur imaginaire, eux, par rapport à la ville, par rapport à l'habitat, à l'habiter? Comment ils se projettent et qu'est-ce qui en ressort des échanges avec leurs homologues italiens ou français? L'expérience que j'ai eue, elle était très fascinante. C'est-à-dire que, en fait, le premier impact est un impact assez problématique. Des jeunes générations chinoises qui viennent à Strasbourg ou à Paris travailler avec nous, en fait, il y a un certain temps d'adaptation qui fait que il n'y a pas vraiment une grande créativité qui se dégage ou une grande possibilité de dialogue. Surtout avec les étudiants qui sont venus travailler à Strasbourg, passer ce premier moment de décalage et de difficulté. Après, on a vécu vraiment un grand moment de construction ensemble à partir d'une conscience. En fait, ce que je trouve qu'il y a dans les jeunes générations chinoises en contact avec la culture occidentale, une prise de conscience de ce qui sont nos problématiques actuelles relatives à l'écologie. Ce n'est pas que un slogan, c'est une volonté de débat, d'avancement dans une co-construction. Et en effet, le retour que nous avons eu des jeunes Chinois qui ont travaillé avec nous, c'est justement cette volonté de communiquer à travers une grande créativité, une nouvelle conscience, une conscience de faire la ville autrement, mais avec l'optimisme qui est le leur, c'est-à-dire pouvoir construire en vite et avec la grande échelle qui est là, les grands nombres qui sont là. Donc un bel optimisme, oui. C'est ce que j'ai vécu en contact avec les jeunes Chinois. Maintenant, ça change très vite. Il y a 2 ans, par exemple, les frontières ont commencé à se fermer. Et ces jeunes Chinois ne viennent plus très facilement chez nous, suivre au moins les doubles masters et les doctorats, c'est pareil. Ils ont chez eux des programmes qui sont enviés et donc ils restent chez eux, ils viennent plus ici chercher les programmes d'enseignement qu'avant ils n'avaient pas chez eux. Donc les frontières se sont fermées, les flux, et c'est dommage, c'est vraiment une période de repli qui peut-être va donner après lieu à nouveau une ouverture. Vous parliez il y a 2 espaces très très différents, les espaces des villes nouvelles et les espaces comme Shanghai qui ont déjà été reconstruits 10 fois sur elles-mêmes. Mais donc ces nouvelles villes dont vous parlez, dont vous avez décrit de façon très rapide, bien sûr, c'est compliqué, c'est des espaces vastes, c'est des dynamiques très complexes, etc. On comprend qu'il y a des intentions initiales dans une dynamique très très rapide, donc une architecture très prescriptive, c'est vrai dont les résultats sont attendus ou prescrits. Hein. Mais vous aviez parlé très rapidement d'expérimentation, par exemple à Shenzhen. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus sur ce sujet-là? C'est de l'expérimentation. Oui, les occasions de... Voilà.
Non, en parlant plus en général, peut-être pas seulement des villes nouvelles, j'ai vu des expérimentations très, très importantes, par exemple, dans l'utilisation de l'architecture industrielle. Ça, c'est impressionnant, par exemple, où il y a j'ai fait l'exemple, j'ai parlé avant de la ville nouvelle de Chonli pour les Olympiades. Il y a autre zone que c'est pas une ville nouvelle, c'est à Pékin, pas dans le centre, mais au dehors de Pékin, que c'était la très grande 10 millions de mètres carrés de la Steel Factory d'État, de la saillerie d'État, qui ça c'est un programme de développement de nouvelles cités dans l'architecture existante. Ça c'est très intéressant parce que c'était complètement vide, parce que c'était un exemple avant les Olympiades de 2008, quand on avait décidé de déplacer cette usine au dehors de Pékin à 200 km à l'est, et on a ça à laissé 10 km de ville au dehors de Pékin, mais déjà existante. Ça, c'est intéressant. Comment construire une ville nouvelle où il y avait déjà de la construction, il y avait también de la mémoire, parce que ce n'était pas seulement l'usine, mais c'était comme très typique la Chine avec les Danwei, les unités de travail, où avec l'usine il y avait tous les services, les bâtiments d'habitation, l'école, les hôpitaux. Tout ça, c'était une cité vide avec déjà tout compris, tous les éléments de la cité. Et ça, c'est un projet, si nous parlons d'expérimentation, qui représente, qui touche les deux éléments que tu as dit, la nouvelle communauté urbaine qui doit entrer dans un milieu urbain, et también le territoire urbain qui se transforme sur une histoire passée. Ça, c'est le lieu plus intéressant d'expérimentation urbaine en Chine, dans mon idée. Ici, il y a beaucoup de fonctions. Il y a une part, ça va être dédié à las Olympiades d'hiver. Autre part, c'est un grand centre d'investigation scientifique sur les déports, va être le Centre national sur la recherche scientifique sur les déports. Et c'est très intéressant parce que l'idée de transformation de la mémoire industrielle est très liée à l'idée de sostenibilité. Le gouvernement chinois cherche dans ce lieu une idée que beaucoup de les bâtiments ne sont pas du patrimoine historique, ce sont très récents. Ça va être un symbole de la sostenibilité à travers de la récupération des bâtiments existants. Deux choses. La première, c'est une sorte de question provocatoire à Michele. Est-ce que ça est quelque chose d'innovatif, ou par contre c'est une appropriation de modalités de réutilisation de la ville qu'on a déjà vu à l'étranger et qu'aujourd'hui on utilise en Chine? Parce que même, en effet, même à Tongzhou, il y a une très grande usine qui va être transformée dans une parc de mémoire industrielle. Et puis une autre chose par rapport à l'innovation, à nouveau, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'innovation, mais des aspects innovants qu'on avait vus pas seulement à Tongzhou, mais même dans d'autres villes nouvelles en Chine, que j'avais étudié dans les livres, c'était la problématique, la question des espaces souterrains. Et
ces villes nouvelles ont généralement d'espaces souterrains qui sont très importants pour le fonctionnalisme de la ville. Parfois, il s'agit seulement de grands espaces où il y a les éléments techniques de la ville, donc l'électricité, le gaz, l'eau, qui sont réalisés avec des systèmes vraiment rationnels. D'un autre côté, autrefois, comme à Tonjou, il y a par contre des systèmes bien plus extendus et plus complexes, où il y a une intégration entre le transport en automobile ou le transport en métro ou le parking sur différents niveaux. Il y a quelque chose plus ou moins qui rappelle l'urbanisme de Dalle, on pourrait dire, mais différemment de l'urbanisme de Dalle, ces systèmes sont totalement cachés, donc on peut vraiment se rendre compte qu'il y a une ville sous la ville, ou par contre, dans les systèmes d'urbanisme de Dalle, généralement, on pouvait se rendre compte qu'il y avait effectivement une dalle. Dans ce cas-là, la dalle est vraiment totalement cachée. Et bon, c'est un aspect, je ne sais pas si est vraiment innovant, mais c'est un aspect de fonctionnalisme technique de la ville tout important dans différentes villes nouvelles. Merci. Bonsoir. Le titre de la conférence est sur cette question de l'imaginaire, et du coup, est-ce qu'il a changé? C'est-à-dire que on l'a vu au début du XXIe siècle, dans les années 2000, avec les JO, l'Expo universelle, il y avait une appétence de la ville, c'était la promesse de la modernité dont on avait parlé, etc. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce mythe de la ville se soit réalisé. Et est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une dystopie qui est vécue par des habitants qui sont aussi un peu pris au piège, donc qui sont dans la ville, de ces contraintes? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut un peu espérer dans l'évolution en fait de ce processus qui bien sûr prend son origine il y a relativement longtemps maintenant et qui est un peu à son paroxysme? On est face à quoi exactement, et surtout ce thème de l'imaginaire que vous avez choisi, qu'est-ce qu'on peut en garder, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bilan critique? Est-ce qu'il y en a un qui est fait par les Chinois? C'est une vraie question et très, très difficile, pour moi, très difficile à vous répondre. En fait, on a beaucoup travaillé sur l'imaginaire qui pouvait être le nôtre, et une fois confronté à cette violence culturelle et cette violence et cette mise en danger qu'on vivait, une fois plongé dans ces situations, parce que ce sont des situations qu'on ne connaît pas ici, à la fois liées aux échelles, liées au flux, à la masse, au programme, aux politiques. C'était une vraie mise en danger, mise en abîme de notre regard, et qui a pu nous permettre de développer des imaginaires en lien avec nos villes ici, je pense. C'est-à-dire que on a pu comprendre autrement nos réalités urbaines et notre façon de travailler l'espace, travailler la ville, grâce à ces mises en abîme. Maintenant, dire comment la culture chinoise et comment les Chinois réagissent par rapport à ces dystopies ou ces violences qui, eux,
même vivent sur leur territoire, je ne peux pas répondre. On ne peut que être spectateur de ce qui se passe et essayer de comprendre pour voir comment avancer tous ensemble ou pas, vu que les frontières se ferment, mais comment avancer vers une compréhension. Alors là, c'est pour nous architectes, c'est compliqué dans le sens où on est obligé de comprendre les normes, de comprendre et de rester dans ces programmes, dans ces modèles, et en même temps de penser l'impact que ces programmes et ce modèle peuvent avoir sur les territoires, donc de se projeter dans un futur qui ne soit pas un futur parsemé d'erreurs. Donc il y a là une grande déchirure qui se crée, une grande difficulté. Je ne pense pas avoir des réponses à ces questions. Je ne sais pas si vous en avez. Je vois qu'il y a aussi des personnes chinoises dans la salle et j'ai envie de leur donner la parole. Bonjour. En effet, je pense que maintenant en Chine, ce que je trouve, c'est la ville est vraiment en très grande vitesse de changement et transformation pour moi. Donc, je suis, ça fait cette année, c'est la 9e année que je suis en France. Donc, par rapport à la première année que je suis venue, ma ville a été beaucoup changée aussi. Donc, il y a beaucoup des bâtiments sont détruits, beaucoup des nouveaux quartiers sont reconstruits et il y a des mobilisations de beaucoup des gens, des travailleurs, des jeunes générations, ce que je peux dire, c'est la ville, c'est vraiment en grande vitesse de transformation. Et dit d'une autre manière, dans quelle ville tu aurais envie d'habiter? Dans quelle ville? C'est une question difficile pour moi. Si je fais mon choix, je préfère d'habiter plutôt au sud. Je viens de la province de Shandong qui se situe au nord de la Chine, mais je préfère habiter dans les villes au sud, c'est parce que pour moi, je trouve les villes au sud, par exemple à Hangzhou ou à Jiangsu, à Shenzhen, les villes sont plus dynamiques par rapport à ma ville natale et je préfère leur environnement et c'est... Oui, l'environnement écologique plutôt l'environnement naturel, mais pour moi c'est ça. Je voudrais ajouter, c'était une question importante parce que je voyage à Chine seulement de 2008, c'est pas, on ne doit pas très long temps, mais j'ai vu un changement très fort dans la façon de voir la cité de la part chinoise. Les Olympiades que j'ai déjà mentionnées, c'est peut-être un exemple. Les Olympiades de 2008 représentaient totalement la modernité de la Chine. Il avait appelé tous les plus importants architectes du monde, des costes très hauts. L'idée que la cité pouvait se transformer de formes modernes avec de grandes ambitions. Mais maintenant que la Chine travaille à autre Olympiade, ça a totalement changé. Le programme olympique, c'est totalement différent parce qu'on s'est rendu compte que les conditions produites par ces modèles sont inacceptables par la population chinoise. C'est ça que je disais avant,
sur la pollution, la vie que c'est pas possible de vivre à l'air libre, la cité, la sostenibilité. Et pour ça, c'est une Olympiade totalement différente, comme j'avais dit avant, qui fait du modèle d'un nouveau style de vie la principale action, et aussi sur la sostenibilité d'utiliser seulement des bâtiments existants. C'est un paradigme totalement changé en seulement 14 années, parce que ça que les modèles précédents avaient produit, la population chinoise avait décidé que ce n'était pas acceptable comme modèle de développement urbain. Mais je peux ajouter deux mots. Je crois qu'un aspect qui est vraiment très intéressant sur ces sujets, c'est une dimension une dimension sur laquelle je suis en train de chercher de travailler avec ma collègue Monica qui est dans la salle, qui est la pervasivité d'une narration très forte par rapport à une promesse urbaine. Et donc, il y a vraiment cette construction très structurée, très forte dans les slogans, dans les images, même dans des micro-réalités telles que le centre d'exposition des villes où on peut voir vraiment la ville reproduite. Et ce qui est intéressant de cette dimension, c'est vraiment cette construction de promesses, de futures urbanités. Et je crois que si on pourrait avoir des problèmes futurs, seront justement dans cette distance, dans cette différence entre la promesse qui est véhiculée par ces moyens de narrativité, par ces moyens rhétoriques, et ce qui se passe. Vraiment, à nouveau, j'ai quelques doutes sur les Olympiades, parce que c'est vrai que les Olympiades, pour les Olympiades de 2022, on utilisera seulement des bâtiments existants, on cherche de réduire les constructions nouvelles, mais c'est vrai que seront des Jeux Olympiques dans des territoires où il ne neige pas, et donc c'est une contradiction très forte de dire que ce sont des Jeux Olympiques qui ont une ambition écologique. C'est vraiment contradictoire, et il y a, je crois, dans la construction de ces promesses beaucoup de contradictions, donc c'est très intéressant dans le futur voir les résultats de ces contradictions. Excusez-moi, comment gère-t-il les problèmes d'assainissement, c'est-à-dire des eaux usées et tout ça, qui est un problème considérable quand on voit la densité qui est gigantesque là, ça veut dire qu'il faut faire un plan général d'assainissement. Et comment se fait-il alors? C'est l'administration qui prévoit tout avant la réalisation de la ville? Parce que là vous pouvez pas jouer avec la gravité, hein. Oui, ce sont généralement les bureaux d'urbanisme des villes qui décident la quantité du bâti dans la ville. Effectivement, je ne sais pas selon quels critères choisissent ces quantités, mais
En fait, c'est plutôt difficile à répondre sur la question de la densité parce que c'est vrai que les nouveaux développements en Chine généralement utilisent des bâtiments de grande hauteur, mais c'est même vrai que les villes chinoises généralement ont des grands espaces vides. Donc la densité n'est pas nécessairement très élevée, car oui, on utilise de formes architecturales denses, mais dans des espaces qui ont beaucoup d'espaces vides, où la distance entre bâtiments généralement est plutôt élevée, où la dimension des rues est plutôt élevée, et donc ça pose par contre des problèmes sur la vitalité de ces espaces, sur la vitalité qui peuvent offrir des rues vraiment très larges, où la dimension de l'habitant est différente de celle de villes vraiment denses, où le taux de bâtiment peut-être n'est pas si élevé, mais on n'occupe plus de sol que ce qu'on peut voir dans Juste sur la question des réseaux, ça fait maintenant 40 ans que la Chine construit pour des millions d'urbains. Donc si effectivement il y a 40 ans on avait des difficultés parfois à avoir de l'eau dans les immeubles, là ce n'est plus le cas. Vous avez 40 ans de pratique derrière, donc des bureaux d'ingénierie qui sont formés, compétents, et un autre élément qui vous permet de comprendre la situation, c'est que la plupart des citadins sont des propriétaires. Donc l'intérêt est effectivement de leur vendre des logements qui fonctionnent. Voilà. Donc l'alimentation en eau, c'est facile, et c'est la récupération au musée. Sur les questions des infrastructures, on n'est plus sur cette problématique d'infrastructures qui ne fonctionnent plus comme il y a 40 ans. Je le dis d'une autre manière. D'autres questions? Je me tourne là. Peut-être juste, j'en profite, je vois encore une autre tête chinoise. Monsieur, je me permets, sur la question de l'imaginaire. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes asiatique. Vous parlez un peu français. Alors je vous embête pas. Je vous embête pas. Donc nous n'aurons pas beaucoup de compléments de réponse sur cet imaginaire des villes et cette transformation des imaginaires. Effectivement, entre des espaces qui sont devenus privés, ces espaces collectifs, les espaces de sous-sol, comme on l'évoquait, quels sont les imaginaires qui y sont liés, comment se transforme cette ville et comment la projette la nouvelle génération, celle que vous participez à former. On est en fait sur beaucoup de points d'interrogation. On ne peut que faire des constats, à voir qu'il y a parfois sur cette utilisation des espaces souterrains des projections qui nous sont étrangères, pour les dire d'une autre manière, une utilisation qui ne nous viendrait pas spontanément à l'esprit, en tant qu'occidentaux, là où nous on va avoir une vision assez négative des espaces souterrains. Ça peut être au contraire des lieux de grande urbanité en Chine, ce à quoi on ne s'attendrait pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si chacun, vous avez peut-être un dernier mot pour conclure cette séance. Quelle serait votre dernière phrase avant de donner le rendez-vous pour le prochain? Je ne me rappelle plus du titre de livre de Wendy sur Shanghai qui parlait d'une carapace qui se développe aujourd'hui sur la ville et qui ne permet pas non plus aux Chinois de vraiment bien comprendre
tout ce qui est en dessous de cette carapace. Donc, je pense que par rapport à toutes les questions qui ont été évoquées, très intéressantes et vraiment importantes, liées à l'imaginaire, liées à tout ce qui est innovant ou pas, limite ville nouvelle, ville centrale, il y a beaucoup d'interrogations parce que au fond, il y a cette carapace qui s'est construite, ou cette image que la Chine donne d'elle aux étrangers, mais aussi à ses habitants. Et donc, comment comprendre ce qui est en dessous de cette carapace? C'est ça qui est la difficulté, notre difficulté. Non, juste peut-être pour rebondir sur la réflexion que vous nous faisiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas un seul endroit dans une ville en Chine qu'on puisse reconnaître par rapport à ce à quoi il ressemblait il y a 20 ans. Voilà. Il faut imaginer qu'il y a une population de combien de milliards d'habitants qui n'a aucun élément. S'il revient chez lui dans sa ville natale, il peut pas retrouver son chemin, quoi. Tout a changé, et non seulement tout a changé, mais en fait, je posais la question tout à l'heure à Michele sur est-ce qu'on peut faire un bilan sur ce programme de ville nouvelle maintenant que on a atteint l'année 2020, et la réponse était claire, c'est-à-dire que en fait ça continue, quoi. Et en fait, la ville, c'est une matière qui boue en Chine et qui se renouvelle en permanence. Et donc en fait, je pense qu'on peut se poser un peu la question de savoir peut-être que là, il y a quand même un ralentissement de la croissance assez notoire, peut-être qu'à un moment donné ça va se ralentir, et peut-être que là il y aura d'autres questions qui se poseront. Comment ces structures vont tenir dans 20 ans, dans 30 ans. Peut-être que l'énergie n'aura plus la même valeur, qu'on ne pourra pas les détruire, les reconstruire de la même façon. Voilà, tout ça, c'est des questions qui sont assez stimulantes intellectuellement en tout cas. Merci Michele, merci Filippo d'être venu d'Italie, merci Christiana et Augustin d'être venus de Paris-Belleville et d'avoir d'une certaine manière posé le cadre de ce qui va être notre prochain rendez-vous Chine. C'est le 25 février où là nous allons être plongés dans les questions de société, avec des personnes âgées, qu'a étudié Justine Rochaud pour sa thèse à l'EHESS, des personnes âgées et la ville en Chine, mais également les stratégies liées à l'éducation, avec Manon Laurent, qui est une doctorante qui est en train de s'intéresser à ces sujets. Et nous aurons en même temps la comparaison de ces sujets avec ce qui se passe en région Île-de-France, et j'oublie son nom, donc honte sur moi, mais un urbaniste de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris. Émilie, vous vous souvenez Philippe Pouchard, voilà, merci beaucoup. Donc c'est ce cadre évolutif qui est lié à une société vieillissante, une société qui investit énormément sur l'éducation, l'impact sur la ville, et donc ces stratégies qui ont été les stratégies quantitatives basées sur un imaginaire de modernité, qu'est-ce qu'elles deviennent face à ces principes de réalité, d'éducation fondamentale en Chine et le vieillissement. Merci beaucoup à vous, merci cher public d'être là, et donc rendez-vous dans un mois si vous en êtes d'accord.